Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être là, à nous écouter. Effectivement, quelques petits mots d'abord pour présenter la Fondation pour les générations futures, qui reste une fondation, une petite fondation, donc souvent méconnue. Et effectivement, la Fondation a pour objectif, et j'espère que l'appareil va fonctionner, voilà, a pour objectif principal de concrétiser le développement durable en appuyant ses acteurs. Elle a pour ça deux grandes manières d'agir. Elle souhaite outiller ses acteurs, et c'est notamment outiller les citoyens à travers de nouvelles initiatives de démocratie délibérative, et la plus connue d'entre elles, toute récente, c'est le G1000, mais également soutenir et former la jeunesse par des appels à projets qui sont appelés Future Smile, et qui aussi sont à l'origine de ce qu'on a lancé comme petit kit simple mais très concret et extrêmement accessible, kit de premier secours en développement durable, parce que nos jeunes ne comprenaient rien du tout à ce qu'on leur disait, et donc on a dû revenir back to earth, comme le disait notre oratrice d'hier. Et enfin, la Fondation souhaite aussi affronter des enjeux orphelins. Et par exemple, il s'agira à l'avenir d'aborder la question des seniors, à travers des méthodes de prospective participative afin de déterminer, pour nous et pour nos partenaires, des programmes d'action futurs. Deuxième grande manière d'agir, il s'agit d'inspirer tous les acteurs de la société, puisque la Fondation s'adresse à tout le monde. Je pense que nous n'aboutirons pas, nous n'avancerons pas vers une société durable si tout le monde ne s'y met pas. Et à travers cette inspiration, nous avons lancé le Grand Prix des générations futures depuis plusieurs années, à l'échelle du pays. Le petit dernier des prix qui a été lancé, c'est le prix de Blue House, qui s'adresse au secteur de la construction, ô combien important dans ce pays, à la fois pour son influence sur la brique dans le ventre des Belges, mais aussi sur le mitage du territoire, sur un plein d'enjeux, aussi bien au nord qu'au sud du pays. Effectivement, de Blue House croise un enjeu qui nous a été présenté comme essentiel par notre oratrice venue d'Inde hier, c'est-à-dire les enjeux de durabilité dans la construction croisés avec les enjeux de l'accessibilité financière. Et enfin, le dernier, c'est celui qui nous occupe aujourd'hui, c'est le prix ERA, Higher Education and Research Award for Future Generations. La vision de la Fondation est une vision à 360 degrés. C'est-à-dire, elle simplifie les choses en disant nous avons une obligation dans l'ensemble de nos initiatives, pas en tant que fondation, mais en tant qu'acteur de la société, de penser les choses à travers 4 P, People, Planet, Prosperity et Participatory Governance. C'est une synthèse ultime de notre manière de voir que nous avons intégrée dans l'ensemble de nos jurys indépendants, y compris celui de ERA, qui est un jury académique, et qui est un jury de prix académique, et qui réunit des personnalités qui ont beaucoup de pratiques autour de ces questions de développement durable. ERA, c'est également une famille de prix. Aujourd'hui, c'est un prix de thèse doctorale, toutes disciplines confondues, doté de 7 500 €. C'est aussi un premier prix de travaux de fin d'études, niveau master, en architecture pour cette fois-ci, doté de 2 500 €. L'ambition est évidemment de constituer progressivement une gamme étoffée de prix de niveau de master en matière de développement durable et avec une vision de transversalité. L'objectif, si l'on veut atteindre une transition du développement durable, c'est de préparer les cerveaux de demain à gérer le complexe. ERA vise en ce sens à encourager des approches transversales au-delà des spécialisations nécessaires dans les travaux de fin d'études ou les travaux de recherche. ERA, c'est aussi un jury indépendant présidé par Nadine Gouzet, présente ici, mais également en 2012, qui s'est déroulé en fin de l'année passée, Jean-Pascal Van Ypersel, qui est également présent, bien évidemment, mais aussi Marie Corse. Puis l'année passée, c'était Olivier de Scuter qui était dans ce jury. Et donc, les différents membres de ces jurys ont une approche eux-mêmes transversale, une vision, des regards différents. Il y a aussi des membres et des patrons d'entreprises. Ce ne sont pas uniquement des académiques. Et vous en conviendrez, pour remettre un prix qui vise à la transversalité et non pas, je dirais, à la valeur académique, mais bien à la valeur sociétale, il faut ce croisement des regards. Je les en remercie, bien évidemment. ERA, c'est aussi l'appui à la fois de partenaires publics,
que sont le ministre Nollet, mais également le ministre Marcourt, ainsi que des fondations, comme vous le voyez, enfin, ça ne se voit pas sur les... mais des fondations privées qui soutiennent également nos initiatives, notamment en matière d'architecture. Alors, nous avons voulu profiter de cet événement exceptionnel de ce congrès pour, en avant-première, vous annoncer les 4 nominés 2013. Évidemment, ça n'était pas prévu, mais il se fait qu'il y en a 2 de l'ULB et 2 de l'UCL. Rien à voir avec les logos qui se trouvent ici à ma gauche, mais les choses sont bien faites également. Il y a 2 filles et 2 garçons. Jean-Pascal l'a souligné, ils vous ont déjà présenté leur thèse dans la poster session, mais vous ne le saviez pas. Et si vous ne les avez pas encore vus, ce qui est tout à fait possible, il suffit d'aller les voir à la fin de cette cérémonie, et en tout cas à la fin de la journée d'aujourd'hui ou pendant les pauses. Je vais inviter bientôt les 4 nominés à me rejoindre pour qu'ils, non pas qu'ils présentent en 1 minute leur thèse, évidemment, c'est un exercice impossible, mais qu'ils nous donnent en 1 minute l'envie d'aller plus loin avec eux, à travers leur thèse, évidemment. Les sites de la Fondation et le site de ERA en particulier sont disponibles pour en lire une synthèse réalisée par Philippe Lamotte, qui est un journaliste, un excellent journaliste, et qui a fait un exercice éminemment compliqué. Mes thésards le confirment. Alors, ces 4 chercheurs recevront officiellement leur nomination lors d'une cérémonie de proclamation à laquelle vous êtes tous conviés le 30 avril prochain. Nous sommes accueillis à cette occasion dans la prestigieuse salle du Préel, à l'invitation de l'Association des anciens de l'ULB et du rectorat de l'ULB. Nous aurons le plaisir de désigner alors, non seulement de remettre officiellement la nomination aux 4 nominés, mais de désigner le lauréat du DTA, ainsi que les nominés et lauréats du Master Thesis Award en architecture. Il y aura également une poster session qui précédera l'événement et qui suivra l'événement. Vous pouvez, en tant que chercheur, vous y inscrire. L'année passée, nous avions eu 14 posters à présenter. Il y a un règlement qui est un règlement lié à la question du développement durable et de la transversalité, bien évidemment. Il y aura également un débat sur le thème « Sciences et société, une recherche scientifique au service du développement durable ». Quelle est la place des citoyens? Maintenant, j'ai le plaisir d'inviter sur scène les 4 nominés de ERA 2013. Et c'est à Mathéo. C'est à Mathéo où je parle. Étant donné que le temps est extrêmement court, je vais proposer à Mathéo de tout de suite prendre la parole, même si on l'est. Bonjour. Tout d'abord, merci à la Fondation pour les générations futures de nous avoir sélectionnés parmi les nominés et de nous donner l'opportunité de nous présenter ici aujourd'hui. J'ai réalisé ma thèse dans le champ de l'économie écologique. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un champ qui étudie les interactions entre l'économie et l'environnement. Et j'ai développé un modèle input-output hybride, je ne détaillerai pas, régional, sur l'impact des activités économiques de l'estuaire de la Seine sur les habitats marins. Or, dans la Seine, le principal responsable de la destruction des habitats marins, ce sont les ports, qui sont focalisés essentiellement sur le transport d'énergie fossile. Donc, les énergies fossiles, ce n'est pas seulement les changements climatiques, mais aussi la destruction des habitats marins et de la biodiversité marine qui va avec. Alors, 2 points qui me tiennent à cœur dans ma thèse. Le premier, c'est qu'on a pu démontrer qu'il était possible d'étendre les modèles input-output, habituellement plutôt macroéconomiques, à l'étude des impacts économiques sur l'environnement. Ça avait déjà été fait. Et nous, ce qu'on a fait le lien pour montrer l'impact de la modification de l'environnement sur l'économie. Un autre point, moi, qui me touche beaucoup aussi dans ma thèse, c'est que je suis quand même parvenu à démontrer qu'il était possible de restaurer des grandes quantités d'habitats marins détruits, malgré des coûts exorbitants, sans mettre à mal l'économie régionale, que ce soit en termes de PIB, d'emploi ou de bénéfices des entreprises. Par contre, c'est vrai qu'à l'échelle sectorielle, si on applique un principe pollueur-payeur strict, les secteurs pollueurs sont forcément touchés par les coûts de restauration qu'on leur attribue. Donc ce sont des entreprises comme Esso, ExxonMobil, Total, tout le secteur de la pétrochimie et le secteur portuaire.
Et c'est pour cela qu'actuellement, et donc ce qu'on a voulu montrer, c'est que la question n'était pas de savoir comment financer la restauration environnementale, mais plutôt qui va la payer. Donc actuellement, maintenant, je travaille à savoir qui va payer. Et on essaye d'étendre le principe pollueur-payeur à un principe un peu plus élargi pour répartir les coûts sur une plus grande quantité d'acteurs, donc des responsables indirects de premier, deuxième, troisième ordre, même les services, le secteur des services, le secteur tertiaire, pourquoi pas. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'invite maintenant Julie Hermès. Je vais devoir descendre les micros. 1 minute, on nous a dit, donc j'essaie d'être court. Bref. Donc, au mois de mars 2006, en tant qu'anthropologue, j'entamais une recherche ethnographique au Guatemala, 6 mois après que la tempête Tan ait dévasté ce pays, et en particulier la municipalité qui va devenir l'objet de mon étude pendant quelques années. Cette municipalité avait été envahie par des pluies déluviennes et des coulées de sable et de boue. Alors l'objectif que j'ai donné à ma recherche doctorale était de comprendre la construction sociale du risque, aussi bien dans sa dimension sociale et collective, donc par l'analyse des représentations, que dans son aspect concret et matériel. Donc cette posture s'oppose aux analyses qui consistent à considérer les catastrophes comme des phénomènes exogènes, naturels et fondamentalement inévitables. Alors, les 3 idées maîtresses de ma thèse sont les suivants. Un aléa météorologique comme un ouragan peut être analysé aussi bien comme un révélateur ethnographique de problématiques locales et globales. Deuxièmement, comme une fenêtre d'opportunité pour comprendre comment une population déterminée se représente les menaces naturelles et les catastrophes, ou encore comme l'occasion de mettre en perspective les systèmes ontologique occidentalocentré dominant, excusez-moi pour le mauvais mot, je m'explique. J'ai essayé dans cette recherche de restituer combien les représentations occidentales de l'environnement dit naturel n'est qu'un mode parmi d'autres d'appréhender le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à la Fondation des Générations Futures et aux organisateurs du congrès pour nous donner l'opportunité. Je vais être très bref. Donc, ma thèse, ça concernait surtout l'évaluation pour le développement durable. Donc, j'ai regardé en fait comment traduire le concept parfois abstrait, ou considéré comme abstrait, du développement durable en décisions politiques concrètes. Et c'est là que l'évaluation pour le développement durable prend un emplacement central. Bien sûr, en pratique, c'est un peu plus compliqué que ces belles flèches linéaires. Donc, c'est pour ça que je vais rajouter les 2 autres flèches, c'est tout. Pour dire que le contexte joue un rôle très important. C'est-à-dire que le discours du développement durable joue un grand rôle, mais également les institutions qui existent, donc les évaluations d'impact qui existent déjà. Et pour analyser ça de façon un peu plus concrète que le schéma un peu austère que vous voyez, j'ai regardé 3 études de cas, dont une au Bénin, en Afrique de l'Ouest, 2 en Belgique, une sur la politique énergétique et une à propos de l'aménagement du territoire. Et je dirais ce qu'on a vu dans la thèse, c'est surtout que l'évaluation pour le développement durable permet de répondre à plusieurs défis. D'abord, le défi d'interprétation, qu'est-ce que le développement durable dans différents contextes. Ensuite, le défi de structurer l'information, comment est-ce qu'on peut structurer ces flux d'informations de plus en plus complexes, dans un monde de plus en plus complexe. Et troisièmement, le défi de l'influence, donc comment l'évaluation pour le développement durable peut avoir une influence sur la prise de décision politique. Et voilà, je vous invite à aller voir le poster pour en savoir un peu plus. Merci beaucoup. Merci bien. Bonjour. Bon, je propose de faire 1 minute de silence. Ce sera peut-être plus facile vu mon sujet. Non, je rigole. Alors, l'enjeu clé de ma thèse est un enjeu, je pense, peut-être parce que c'est ma thèse qui a traversé le colloque de part en part dans ces 2 jours et dans les sessions plénières, qui est de savoir comment on parle de transition. On est face à des interdépendances, un contexte de crise. Comment essayer de penser démocratiquement la question de la transition vers un développement durable, et ce surtout au niveau international. Donc c'est un défi crucial. Et ce défi, je l'ai analysé en tant que sociologue à travers un cas très concret, qui est le processus d'élaboration d'une norme tout à fait particulière et qui me semble vraiment emblématique, qui est la norme ISO 26000, qui est une norme internationale qui porte sur la responsabilité sociétale des organisations. Et qu'est-ce qu'elle a d'emblématique, cette norme? D'abord, son sujet, mais aussi le fait que pour la toute première fois dans l'histoire de cette organisation, qui est l'ISO, qui est l'organisation la plus importante en matière, qui va produire des normes volontaires et qui est une organisation très très méconnue, mais qui a un impact
extrêmement fort sur nos vies quotidiennes et aussi sur la structure du capitalisme. Comment est-ce que, comment est-ce que cette organisation va changer son processus d'élaboration pour le rendre beaucoup plus démocratique? Alors pour vous donner une image, vous êtes ici à peu près 300 dans la salle. Ben, dans les salles du processus d'élaboration de l'ISO, vous comptez qu'il y avait environ 400 personnes représentant 6 catégories de parties prenantes, environ 90 pays, 20 organisations internationales. Et comment faire pour remplir l'objectif démocratique de participation dans un tel cadre? Donc ça, c'est un peu mon thème général, avec une réflexion sur avec une réflexion sur les arbitrages et les tensions au cœur de cette démocratisation. Voilà. Donc félicitations à tous les 4 et rendez-vous le 30 avril prochain. Merci.